Quelle place dans le mix énergétique français? On en parle beaucoup en ce moment du mix énergétique français. Quelle place pour l'hydrogène? Quel débouché également? L'un des 4 grands acteurs industriels de cette filière nouvelle est avec nous ce matin. Bonjour Anne-Françoise Lem. Bonjour Dimitri Pavlenko. Merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée générale France de John Cockerill. C'est un vieux groupe industriel, John Cockerill, fondé il y a 200 ans. Vous travaillez à la construction d'une usine de production d'électrolyseurs dans le Haut-Rhin. L'électrolyseur, c'est l'élément industriel indispensable pour produire de l'hydrogène. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors l'électrolyseur, c'est l'équipement qui va permettre de réaliser l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire la dissociation des atomes d'hydrogène et d'oxygène pour pouvoir récupérer ces deux gaz, donc hydrogène d'une part et oxygène d'autre part. Et donc pour cela, il faut faire passer un courant électrique de haute intensité. Exactement. Alors l'électrolyseur, c'est une grande cuve dans laquelle il y a de l'eau avec du sel, qu'on appelle la potasse, dans lequel on va faire passer un courant électrique entre 2 électrodes, et ce courant va avoir une réaction de dissocier les atomes d'hydrogène d'une part et d'oxygène d'autre part, et on les sépare d'une membrane pour éviter que ces éléments dissociés se reconjuguent. Voilà, donc en fait technologiquement associé au nucléaire qui permet de produire une électricité abondante et peu chère. Voilà les fondations, si je puis dire, de cette filière hydrogène que la France souhaite mettre en place. Cette usine que vous projetez de construire dans l'est de la France, dans le Haut-Rhin, c'est un projet IPCEI, c'est-à-dire qu'il a reçu ce label projet important d'intérêt commun pour l'Union européenne avec des financements publics à la clé. Racontez-nous donc cette usine d'abord, c'est quoi? C'est une création, c'est une reconversion? Combien de salariés y aura-t-il? Alors c'est une extension d'une usine que nous avions déjà, donc à Aspach, près de Mulhouse. C'est une usine qui était consacrée au traitement de l'air, traitement des fumées, traitement des odeurs, et on en fait une extension pour pouvoir produire cette gigafactory d'électrolyseurs. Alors, oui. Comment la France va se positionner justement par rapport à ses concurrents européens dans cette filière hydrogène, puisque elle est très convoitée. Les Allemands sont aussi partis très en avance. On pense aussi à la concurrence chinoise qui a un petit peu de retard, mais qui va refaire ce retard assez rapidement. La France est-elle en train de se bâtir l'avenir d'un géant de l'hydrogène? Alors, vous savez que la France a pris comme ambition de devenir pas un leader, mais le leader mondial de l'hydrogène, et je pense effectivement qu'elle en a tous les moyens. D'abord parce que on a effectivement des acteurs importants. Il faut savoir que John Cockerill, l'électrolyse, le phénomène de l'électrolyse est déjà connu. John Cockerill est un groupe qui est issu de la sidérurgie, et donc l'électrolyse est aussi présente. Pas l'électrolyse de l'eau, mais l'électrolyse est aussi présente dans la sidérurgie. Donc un acteur déjà très expérimenté, avec des ambitions nationales et européennes importantes. Alors par rapport à l'Allemagne notamment, nous on a déjà la chance d'avoir une énergie bas carbone, qui est le nucléaire, alors que l'Allemagne l'a abandonné. Et l'Allemagne est partie sur une politique complètement différente, c'est de faire produire l'hydrogène ailleurs que dans son sol, et de la faire de l'acheminer jusqu'en Allemagne. La France va travailler sur 2 voies, aussi d'aller produire de l'hydrogène dans les pays qui ont des énergies renouvelables un peu plus faciles, des pays très ensoleillés ou avec beaucoup de vent, etc. Mais le cœur de la stratégie française, c'est aussi de développer, de produire de l'hydrogène sur son sol. Oui, et notamment la fameuse machine-outil indispensable à cela, c'est-à-dire les électrolyseurs. Voilà, exactement. Qui seront vos clients, Anne-Françoise Lem? Qui achètera vos électrolyseurs? Alors, les cas d'usage de l'hydrogène sont assez divers. D'abord, il faut savoir que l'hydrogène est déjà utilisé dans certaines industries comme les engrais, la pétrochimie, etc. Mais aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène issu des fossiles. Et la production de cet hydrogène dégage énormément de pollution. Le bilan carbone n'est pas terrible, effectivement. 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène produit. Donc déjà, remplacer cet hydrogène issu des fossiles par de l'hydrogène dit vert, donc issu de l'électrolyse de l'eau avec des énergies bas carbone, mais aussi la mobilité lourde, les bus, les trains, les camions, navires, etc. Ouais. Comme moyen de stockage d'énergie, et puis aussi pour décarboner des industries qui sont assez polluantes aussi, comme par exemple la production d'acier. Oui. Donc l'acier, vous savez qu'on utilise du charbon pour
pour extraire le minerai de fer. Demain, on utilisera de l'hydrogène et ça aura comme vertu plutôt de dégager du CO2, de dégager de la vapeur d'eau. C'est vrai qu'il résout en partie le problème de l'intermittence des renouvelables. Exactement, dès lors qu'on peut les transformer en hydrogène que lui, on peut stocker, on a résolu une partie du problème. Mais chez John Cockerill, vous réfléchissez à cela, j'imagine aussi. Comment on va éviter le risque d'une réédition de ce qui fut le grand fiasco industriel du début du siècle dans la filière des renouvelables pour l'Europe, c'est-à-dire la filière des panneaux solaires photovoltaïques. On était parti très en avance et résultat aujourd'hui, ces panneaux sont fabriqués exclusivement en Chine où cela coûte beaucoup moins cher. Anne-Françoise Lem, pourquoi l'hydrogène échapperait-il à cette malédiction? Alors d'abord, je pense que l'Europe et la France ont compris la leçon et donc on a un soutien effectivement des pouvoirs publics pour développer toute cette filière d'équipements 7 nécessaires. 7 milliards d'euros promis 7 par le gouvernement pour l'ensemble de l'hydrogène. Le projet de John Cockerill ne consiste pas seulement en une gigafactory en Alsace, mais aussi la création d'un centre de R&D démonstrateur taille réelle pour tester les composants critiques à la performance de l'électrolyse. Ce centre de R&D ne sera pas ouvert qu'à John Cockerill, mais à tout l'écosystème de l'hydrogène. Donc, c'est-à-dire que petites sociétés, start-up, etc., qui n'ont pas nécessairement les moyens, pourront venir tester leurs dernières innovations, ce qui nous permettra de rester vraiment à la veille de l'état de l'art et pouvoir intégrer toujours ce qu'il y a de meilleur dans nos électrolyseurs. Bon, faut jamais injurier l'avenir. Vous avez monté une co-entreprise avec un Chinois, le Chinois Jingli. Quelle garantie que John Cockerill maintiendra sa filière européenne et ne partira pas en Chine? Il y a 4-5 ans, le marché de l'hydrogène était déjà très actif en Asie. On en parlait beaucoup moins en Europe et donc on a créé un partenariat avec un acteur chinois pour développer des électrolyseurs très puissants. Ils sont parmi les plus puissants au monde et aujourd'hui, cette JV que nous avons en Chine est vraiment leader mondial avec 20% des parts de marché. Mais cette JV, elle a pour vocation de ne fournir que le marché chinois, qui a aussi de grandes ambitions en termes d'hydrogène et ce sera déjà difficile avec notre JV de maintenir nos positions tellement les ambitions chinoises sont grandes aussi. Quand le marché européen est redevenu très dynamique, on a décidé de réécrire complètement un pan de l'histoire, donc développer une filière 100% européenne avec vraiment tous les composants critiques venant européens. Donc il n'y aura pas, je dirais, de composants chinois dans nos solutions européennes. Rendez-vous donc en 2023 pour découvrir ce site dans le Haut-Rhin. Merci d'être venue nous en parler, Anne-Françoise Lem. Avec plaisir. La déléguée générale France de John Cockerill. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir, 6h50.